Bonsoir chers amis, on commence dans une minute. J'avais un petit souci technique mais je crois que c'est réglé. Bonsoir Bamba. Je demande dans une minute. Dans une minute. Bonsoir chers amis. Excusez-moi de ce léger retard dû à un petit souci technique. Aujourd'hui nous allons parler de marché. Nous allons dans un premier temps définir le concept, qu'est-ce qu'un marché. Après la définition du concept, nous allons essayer d'analyser le marché du point de vue de l'offre, du point de vue de la demande et enfin du point de vue de l'environnement. Merci Bamba, c'est un problème que j'ai régler tout à l'heure, ce qui m'a empêché de démarrer à 15h30. Voilà. C'est bon maintenant Bamba? Bamba dit que c'est ok. Chers amis, nous allons dans un premier temps définir le marché. Après la définition du marché, nous allons analyser le marché du point de vue de l'offre, du point de vue de la demande et du point de vue de l'environnement. Si on ne parvient pas à traiter tout, on va s'arrêter après un live de 20 minutes et on va continuer la prochaine fois. Merci à vous qui êtes connectés et qui nous suivez sur Marketing TV Monde. Qu'est-ce qu'un marché? Ce que nous allons voir d'abord. L'économiste a sa définition, le mercaticien également à la sienne. Nous allons commencer par la définition économique du mot marché. Au sens économique, le marché est la rencontre des offres et des demandes de biens, de services ou de capitaux dans un secteur déterminé et dans un environnement donné. Quelle est la définition du mot marché au sens marketing? Nous utilisons en marketing deux définitions du marché
différentes mais complémentaires. Au sens étroit, le marché est l'ensemble des données chiffrées sur l'importance, la structure et l'évolution des ventes d'un produit. Au sens large, le marché est l'ensemble des publics susceptibles d'exercer une influence sur les ventes d'un produit ou plus généralement sur les activités d'une organisation. Parmi ces publics, hier, M. Khan vous a parlé des influenceurs qui sont des individus qui exercent de façon directe ou indirecte une influence sur la décision d'achat. Nous avons les prescripteurs, les influenceurs directs et les influenceurs indirects. Je vous suggère de revoir la vidéo d'hier de M. Khan. Ce qui nous réunit ici, ce n'est pas d'essayer de trouver une définition irréfutable du mot marché, mais je crois que nous allons tenter d'essayer de comprendre le marché du point de vue de l'offre et du point de vue de la demande. Commençons par l'offre. Qui sont les acteurs de l'offre? L'offre résulte de l'intervention de deux acteurs, les producteurs et les distributeurs. Le rôle du producteur est de fabriquer des biens et des services qui sont destinés à permettre, dont l'objectif est de permettre au consommateur de satisfaire ses besoins et désirs, et ces biens et services sont acheminés chez le consommateur, vers le consommateur par le distributeur. Le distributeur a pour mission d'amener le produit fabriqué par le producteur au bon endroit, au bon moment, en quantité suffisante, avec la bonne information et les services qui facilitent la consommation, l'utilisation et l'élimination du produit. Les acteurs de l'offre sont les producteurs et les distributeurs. En fonction du nombre de producteurs présents sur le marché, on peut parler de monopole lorsqu'il y a un seul producteur, d'oligopole lorsqu'il y a quelques producteurs et de concurrence lorsque nous avons plusieurs producteurs. On parle respectivement de marchés très concentrés, de marchés concentrés et de marchés non concentrés. Quant au nombre d'intermédiaires, je vais parler du nombre de distributeurs présents entre le producteur et le consommateur. Leur nombre permet de distinguer trois types de circuits. Certains parleront de canaux. On parle de circuit direct lorsqu'il n'y a aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Le circuit est qualifié de court lorsque nous avons un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Il est long lorsque nous avons plus d'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. Venons-en maintenant à l'analyse du marché du point de vue de l'offre. Intéressons-nous aux indicateurs qui permettent d'analyser l'offre. Le premier indicateur est la part de marché. Qu'est-ce qu'une part de marché? La part de marché mesure le rapport entre les ventes d'une entreprise et les ventes de son marché. Si vous divisez les ventes d'une entreprise par les ventes de son marché, vous obtenez sa part de marché. Cette dernière peut être exprimée en volume ou en valeur. Qu'est-ce qu'une part de marché volume? C'est le rapport entre les quantités vendues,
c'est le rapport entre les quantités vendues par l'entreprise et les quantités vendues par son marché. Qu'est-ce qu'une part de marché valeur? C'est le rapport entre les ventes en valeur de l'entreprise et les ventes en valeur de son marché. De l'entreprise et les ventes en valeur de son marché. La connaissance de ces deux indicateurs, part de marché volume et part de marché valeur, permet de connaître la stratégie du produit, de l'entreprise ou de la marque en matière de prix. Si la part de marché valeur est supérieure à la part de marché volume, cela veut dire que l'entreprise a une stratégie haut de gamme. Elle commercialise à des prix supérieurs au prix de ses concurrents. A l'inverse, si la part de marché volume est supérieure à la part de marché valeur, cela veut dire que l'entreprise a une stratégie bas de gamme, ce qui veut dire que sur ce marché-là, l'entreprise en question fait partie des entreprises qui vendent au prix les plus bas. À partir de la part de marché valeur, on peut calculer la part de marché relative. Je préfère parler de part de marché relative du leader et part de marché relative au leader. On calcule la part de marché relative du leader si nous voulons connaître la part de marché relative du leader. Elle s'obtient en divisant la part de marché valeur du leader par la part de marché valeur du challenger. On peut également l'obtenir en divisant le chiffre d'affaires du leader par le chiffre d'affaires du challenger. Après ce calcul-là, vous allez voir que la valeur trouvée sera toujours supérieure à 1. Le challenger, c'est l'entreprise qui a la part de marché ou le chiffre d'affaires le plus fort après le leader. C'est donc le suivant immédiat. C'est le challenger, si vous voulez appeler le dauphin, c'est la même chose. Quant aux autres entreprises qui ne sont pas leaders, on peut calculer leur part de marché relative au leader. Pour l'obtenir, vous prenez leur part de marché divisée par celle du leader ou bien le chiffre d'affaires divisé par celle du leader. Vous allez voir que toute entreprise qui n'est pas leader a toujours une part de marché relative en deçà de 1. Il y a un lien entre la part de marché relative du leader et la part de marché relative du challenger. La part de marché relative du leader est égale à 1 sur la part de marché relative du challenger. Cela veut dire donc que la part de marché du challenger est égale à 1 divisé par la part de marché relative du leader. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la part de marché. On peut également obtenir la part de marché d'une marque en divisant son marché actuel par le marché actuel de son produit. Après la part de marché, nous pouvons également nous intéresser à d'autres indicateurs que sont la distribution ou la disponibilité. On distingue la distribution numérique et la distribution valeur. La distribution numérique, c'est ce qu'on appelle le taux de présence. C'est le taux de présence. C'est le nombre de magasins qui référence la marque divisé par le nombre total de magasins de la zone de chalandise. On avait vu la zone de chalandise la fois passée. Quant à la distribution valeur, c'est le poids que représentent les magasins qui vendent la marque par rapport à l'ensemble des magasins de la zone de chalandise. C'est donc le chiffre d'affaires des magasins qui vendent le produit ou la marque que vous divisez par le chiffre d'affaires des magasins de la zone
mais seulement dans la catégorie de produits. Donc voilà, je rappelle que la distribution numérique, on l'appelle également disponibilité numérique. La distribution valeur s'appelle également la disponibilité valeur. La connaissance de ces deux grandeurs permet de connaître la stratégie de la marque en matière de distribution. Les stratégies sont au nombre de deux. Soit c'est une distribution qualitative, soit c'est une distribution quantitative. Quand dira-t-on qu'une marque a une stratégie de distribution quantitative? Seulement si la DM est supérieure à la DV. Si la distribution numérique d'une marque est supérieure à sa disponibilité valeur, on dira que la marque a une stratégie de distribution quantitative. Elle cherche beaucoup à être présente dans beaucoup de points de vente, mais cible essentiellement les magasins qui réalisent un chiffre d'affaires maigre dans la catégorie de produits que l'entreprise commercialise. A l'inverse, si la distribution valeur dépasse la disponibilité numérique, on dira dans ce cas que l'entreprise a une distribution qualitative, l'entreprise écrème sa distribution, cherche peu de points de vente, mais des points de vente qui réalisent un chiffre d'affaires important dans sa catégorie de produits. Nous pouvons également nous intéresser, après ces indicateurs, par le marché distribution, à ce qu'on appelle le taux de croissance. Dans l'analyse de marché, on peut s'intéresser à comment les ventes évoluent entre une période T0 et une période T1. Si entre T0 et T1, les ventes évoluent en passant de V0 à V1, si vous voulez avoir un taux de croissance, vous prenez V1 moins V0 sur V0 multiplié par 100. Si la valeur trouvée est égale et supérieure à 1, il y a augmentation. Si la valeur trouvée est égale à 0, il y a stagnation. Si la valeur trouvée est inférieure à 1, et inférieure justement, si la valeur trouvée est négative, dans ce cas-là, les ventes chutent. Et vous devez, s'il est possible, trouver des solutions pour que les ventes augmentent. Voilà l'essentiel des indicateurs pour analyser un marché du point de vue de l'offre. Essayons maintenant de voir le marché du point de vue de la demande. Les acteurs de la demande, on a vu les acteurs de l'offre. Nous pouvons également nous intéresser aux acteurs de la demande. La demande résulte de l'intervention de 5 principaux acteurs. Nous avons l'initiateur, l'acheteur, le prescripteur, l'initiateur, l'acheteur, le prescripteur, le décideur et le consommateur qu'on appelle également l'utilisateur. L'initiateur est celui qui, pour la première fois, a émis l'idée d'acheter le produit, l'initiateur. Le décideur, c'est celui qui détermine l'une ou l'autre des dimensions de l'acte d'achat. Est-ce qu'on doit acheter? Qu'est-ce qu'on doit acheter? Où est-ce qu'on doit acheter? Quand est-ce qu'on doit acheter? L'acheteur, c'est lui qui paye, c'est lui qui procède à la transaction. L'influenceur, vous voyez le live d'hier. L'acheteur ou l'utilisateur ou le consommateur, c'est lui qui utilise, c'est lui qui détruit, sauf s'il s'agit d'un produit numérique. Le produit, je rappelle qu'on ne peut pas détruire, je rappelle que la consommation ne peut pas détruire un produit numérique. Donc dans le live sur la politique de produits, nous allons revenir sur ces produits numériques. Quels sont les indicateurs? Excusez-moi, nous avons vu les 5 acteurs de la demande. Je vais m'intéresser à l'acheteur pour faire une petite classification. Le nombre d'acheteurs également présents sur le marché permet de distinguer 3 types de marchés. Le monopsone
la concurrence. S'il y a un seul acheteur, on parle de monopsone. Lorsque nous avons quelques acheteurs d'oligopsone, et si nous avons plusieurs acheteurs, on parle de concurrence, comme on avait parlé de concurrence dans l'analyse de l'offre. Quels sont les indicateurs qui permettent d'analyser l'offre? Nous allons essentiellement voir l'élasticité de la demande. Avant cela, j'aimerais revenir sur le concept de taux de pénétration. Mais pour mieux comprendre le taux de pénétration, il faut comprendre le concept de marché actuel de nos consommateurs relatifs, de nos consommateurs absolus. Le marché actuel sont les consommations actuelles du produit. Il regroupe l'entreprise et sa concurrence. Si vous prenez le marché actuel de l'entreprise divisé par le marché actuel du produit, vous avez la part de marché qu'on avait vue dans l'analyse de l'offre. La part de marché. La somme marché actuel du produit plus nos consommateurs relatifs. Les non-consommateurs relatifs ne consomment pas présentement le produit, mais peuvent le consommer dans l'avenir. La somme des deux constitue le marché potentiel. Si vous divisez le marché actuel par le marché potentiel, vous avez le taux de pénétration du marché. Le taux de pénétration permet d'évaluer le niveau de saturation ou bien le niveau d'équipement, s'agit de biens d'équipement de ce dernier. Donc le taux de pénétration, c'est le marché actuel divisé par le marché potentiel fois 100. J'ai un souci de projection, je préfère vous projeter ces éléments-là, mais malheureusement mon projecteur déconne aujourd'hui. Je vais vérifier une dernière fois. Jusqu'à présent, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pas grave. Je vais résumer le concept d'élasticité et vous promets d'y revenir la prochaine fois. L'élasticité mesure toutes choses étant égales par ailleurs la variation des quantités demandées suite à une modification du prix. L'élasticité, c'est le pourcentage de variation des quantités divisé par le pourcentage de variation du prix. L'élasticité peut être positive, elle peut être nulle, elle peut être négative. Si l'élasticité est positive, le prix et les quantités varient dans le même sens. Si on augmente le prix, les quantités augmentent. Si on baisse le prix, les quantités baissent. Si l'élasticité est nulle, une modification à la hausse ou à la baisse du prix n'affecte nullement les quantités demandées. Si l'élasticité est négative, le prix et les quantités varient en sens inverse. L'augmentation du prix fait chuter la demande, la baisse du prix fait augmenter la demande. Voilà, en résumé, l'élasticité de la demande. La prochaine fois, je vais revenir sur l'élasticité de demande pour la décortiquer davantage, revenir sur l'élasticité revenu, sur l'élasticité croisée, avant de voir les relations entre les marchés. C'est tout pour aujourd'hui. C'était court, mais étant donné qu'il y a beaucoup de formules que j'aimerais vous projeter et des schémas également, je préfère y revenir la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention. Merci.